À la une ce soir. We hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. Les États-Unis bombardent à nouveau l'Iran. Donald Trump assure que ce n'est pas une reprise de la guerre. No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. Les trains roulent à nouveau à Repentigny 3 jours après le déraillement de 46 wagons. Fâché parce que le CN n'informe aucun citoyen. Je trouve ça très rapide. La ville cherche à comprendre. Et nouveau PDG d'Air Canada. Je suis également conscient de l'importance de servir les Canadiens dans les 2 langues officielles. Est-ce que son français sera à la hauteur? Il est 17h. Voici votre Nouveau Info. Dit tout le monde. Le sommet de l'OTAN s'est conclu un peu plus tôt aujourd'hui à Ankara, en Turquie, en laissant un goût amer au pays de l'Alliance. La raison, Donald Trump a repris les frappes sur l'Iran et ça a monopolisé, bien sûr, les discussions. Pourtant, l'objectif était de parler de sécurité des alliés et des façons aussi de se sortir de la guerre, notamment en Ukraine. Et il est là, la reprise, bien sûr, des hostilités au Moyen-Orient a éclipsé un peu là, les autres sujets. Oui, et justement, on vient d'apprendre à l'instant que Donald Trump vient tout juste de lancer une nouvelle attaque sur l'Iran. Alors, pourtant, il y avait eu beaucoup de rencontres assez intéressantes à Ankara aujourd'hui. C'était important aussi d'avoir Donald Trump de bonne humeur parce qu'on veut le garder au sein de l'OTAN, lui qui menace de le quitter, mais aussi pour conclure des partenariats. Et c'est quand même spectaculaire parce que les États-Unis vont donner à l'Ukraine une licence pour construire des missiles américains dits patriotes. Mais voilà, hier soir, d'abord, l'Iran a pris pour cible 3 navires dans le détroit d'Ormuz et les États-Unis ont répondu avec des frappes sur les côtes iraniennes. Et voilà que Donald Trump a laissé entendre que le cessez-le-feu était donc mort. Mais il vient, comme je viens de te le dire, de lancer une nouvelle salve. Donc, on peut écouter ce qu'il disait plus tôt cet après-midi. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They launched a couple of drones and 1 rocket, 1 missile at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. Bon. Juste après ça, Donald Trump s'est rétracté pour dire que la guerre n'allait pas reprendre. Maintenant, en ce qui concerne le Canada, ce sommet pourrait avoir été bénéfique pour Mark Carney? Oui, bon, alors le Canada est loin d'avoir un arsenal militaire à faire rougir les alliés, on le sait, mais l'ambition, elle est là. On a parlé des sous-marins patrouilleurs hier, mais d'autres contrats ou accords de principe sont sur la table. Par exemple, le Canada qui veut maintenant avoir des missiles Joint Strike, qui sont assez connus au niveau du militaire mondial. Et donc, le Canada a bien choisi cette arme. Et ça fait partie du plan de l'OTAN. Le Canada doit se réarmer. J'en ai parlé avec un expert. Le réarmement de l'OTAN, dont l'Allemagne est la première, se fait en prévision du fait qu'on ne pourrait peut-être pas faire confiance aux Américains à l'avenir. Si les États-Unis redeviennent ce qu'ils étaient avant, il faudra démontrer notre valeur dans l'OTAN. Et si également les États-Unis non seulement voudraient se retirer de l'OTAN, eh bien, il va falloir avoir du muscle correspondant. Et je crois que des pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et le Canada feraient le gros du travail à ce moment-là. Bon, d'ici 2035, le Canada devra donc consacrer 5% de son PIB à la défense. Et pour Mark Carney, d'ailleurs, d'ici la fin de cette décennie, on aura atteint déjà 4%. On peut aussi l'écouter. In a world where threats are evolving rapidly and burdens are shifting, that's sensible, and Canadians expect us to be sensible. We have a need to increase our defense spending, increase our resilience spending to protect Canadians first and foremost and to support our allies. On rappellera, Marie-Claude, qu'entre 2025 et 2026, l'Europe et le Canada ont ensemble augmenté leurs dépenses de plus de 20%. Merci, Lila. Merci. On va revenir chez nous maintenant pour reparler de Repentigny. 3 jours après le déraillement de train, il y a un premier train qui a roulé à basse vitesse ce matin, mais quand même sous le regard inquiet des résidents du quartier où 46 wagons se sont retrouvés dans tous les sens à quelques mètres de leur cour arrière dimanche. Alors, le CN se veut rassurant, mais bien sûr, les citoyens et le maire ont des questions. Lily Mercure. Le premier train depuis le déraillement dimanche dernier est passé ce matin peu après 8 heures. Mais pour beaucoup de résidents, en particulier sur cette rue qui ont vécu ça de proche, c'est encore trop tôt. Qu'est-ce que vous attendez de la ville puis qu'est-ce que vous attendez du CN?
Honnêtement, on se serait entendu d'avoir des nouvelles, au moins des nouvelles plus personnalisées, je dirais. Oui, c'est beau dire, on comprend les citoyens qui ont eu des craintes, mais on est quand même laissé à nous-mêmes pour dire, bien, il faut vivre avec notre crainte, puis l'enquête le dira. Fâché parce que le CN n'informe aucun citoyen. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je trouve ça très rapide. Puis juste le fait qu'ils ne sont pas venus sur le terrain pour venir voir les citoyens, comment est-ce que les citoyens se sentent et tout, je trouve ça un peu, excusez-moi le langage, là, mais un peu dégueulasse de leur part. On voit ce qui s'est passé au lac Mégantic. On dirait qu'ils se sauvent de l'affaire, puis on a l'impression que c'est la même chose ici. Tant que personne n'est blessé, pour de vrai, la vie continue. Chez cet autre résident, il y a d'ailleurs un morceau de train qui atterrit dans la cour arrière. C'est pesant, là. Ouais, c'est quand même... Ouais, on pourrait faire des poids avec ça, là. J'avoue que si quelqu'un le reçoit dans la tête, et je pense que c'est fini. Finito. Vous auriez pu être dehors, là, quand ça s'est passé? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, il faisait beau cette journée-là, donc c'est vrai qu'on aurait pu être dehors. Il reste encore beaucoup de marchandises à ramasser sur le terrain qui venaient du train qui a déraillé dimanche. Comme on voit derrière moi, il y a une montagne de morceaux de bois. Le CN a travaillé 24 heures par jour avec sa machinerie. Je remercie nos citoyens pour leur compréhension et leur résilience parce que ça a amené beaucoup de bruit dans tout ce qui est autour de la voie ferrée. Mais force est d'admettre que le travail s'est fait quand même assez efficacement puis que l'ensemble des locomotives qui avaient déraillé ont été complètement retirées et ceux qui étaient sur les rails ont pu quitter par la voie ferrée. Sur les réseaux sociaux, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, souligne que la municipalité continuera à être vigilante et à réclamer des mesures de sécurité, notamment en lien avec la vitesse, d'ici le dévoilement des conclusions de l'enquête. C'est des équipes d'urgence, là, fait qu'ils savent ce qu'ils font. Vous avez l'air assuré. Bien, tu sais, on n'a pas le choix. Puis ici, je veux dire, c'est une ligne droite, là. C'est quelque chose qui est arrivé, on ne sait pas pourquoi, mais je pense pas que ça va se reproduire. Ce serait étonnant, en tout cas, que ce soit quelque chose qui se reproduise à court terme, là. Par courriel, le CN indique que les trains circuleront d'abord à vitesse réduite, puis des inspections qualifiées seront effectuées. Le CN ajoute s'excuser pour les inconvénients causés par cet événement et précise aussi qu'il n'y a eu aucun blessé, aucun incendie et aucune fuite. C'est le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui est sur le dossier. Donc, les enquêteurs vont examiner l'état du matériel, de la voie, bien sûr, et la conduite du train. Il y aura également un visionnement des vidéosurveillances de la locomotive. À Repentigny, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Le nouveau PDG d'Air Canada est capable de s'exprimer en français. Le Néerlandais Anko van der Werf vient d'être nommé à la direction du transporteur aérien. Il est présentement à la tête de la Scandinavian Airlines. Il est aussi polyglotte. Il parle plusieurs langues. Il succède donc à Michael Rousseau, qui a pris sa retraite en pleine controverse linguistique, alors qu'il peinait à parler quelques mots de français. Je suis également conscient de l'importance de servir les Canadiens dans les deux langues officielles. C'est une responsabilité essentielle pour Air Canada et je m'y investirai pleinement dans l'exercice de mes fonctions. Allô, Alain? Bonjour, Marie-Claude. Bon, visiblement, on a choisi le nouveau PDG d'Air Canada. Tu penses qu'Air Canada a compris le message? Bien, on sent en tout cas qu'ils ont compris pour les questions linguistiques. On voit qu'ils ont trouvé un polyglotte, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience, qui a travaillé dans plusieurs entreprises du secteur. Air Canada a plusieurs défis. Donc oui, la question de la langue, mais aussi la question de l'efficacité, de la rentabilité de l'entreprise. Donc avec toute son expérience, je sortais là, les chiffres. Il a travaillé pour Avianca Group, Aéromexico, pour Air France KLM, Qatar Airways. Donc, ils vont chercher quelqu'un d'expérience d'Europe. On voit aussi que Mark Carney essaye de tirer des liens avec l'Europe. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à travers ces discussions-là là, que peut-être Air Canada ont tenu compte dans le choix qu'ils ont fait? Mais il semble avoir retrouvé peut-être la bonne personne, puis particulièrement qui est capable de s'exprimer en français, alors qu'il a appris au primaire, qu'il expliquait dans une autre entrevue qu'il a donnée. Là. Et dans son message, il souligne aussi l'importance de parler français. Il va quand même faire face à de grands défis. Oui, tout à fait. De grands défis parce qu'Air Canada, il y a la question de la rentabilité, il y a les questions de l'amélioration de la performance opérationnelle, puis naturellement, il y a rétablir la confiance avec la population
canadienne et particulièrement avec les francophones, ça reste une entreprise qui doit respecter la loi sur les 2 langues officielles. Ils ont un statut particulier comme entreprise. Ils ont un rôle à jouer. Ils font partie de notre culture nationale. Donc là-dessus, je pense que le nouveau PDG va devoir mettre les bouchées doubles afin de reconquérir la confiance des Canadiens, des Québécois et des francophones. Il sera certainement scruté à la loupe pendant les premiers scrums, entre autres lors des questions en français. Tout à fait. Parce que là, on comprend que c'était stagé, là. Exact. Tout était monté. Alain, je t'amène sur un autre sujet. On va parler de rebâtir des ponts, entre autres avec les communautés autochtones. Il y a Québec Hydro-Québec qui tente de s'entendre avec la communauté Innu de Pessamit sur la Côte-Nord. On parle d'une entente à la hauteur de presque 2 milliards de dollars avec Québec et Hydro-Québec. En fait, ce que je comprends, c'est que cet argent-là, c'est pour finalement venir pallier les inconvénients du développement hydroélectrique sur le Nitassinan, leur terre ancestrale. Et on sait qu'Hydro-Québec veut doubler finalement la production hydroélectrique et il y aurait des projets dans ce coin-là. Est-ce que c'est bien qu'on en arrive là avec la communauté? Oui, tout à fait. Puis je te dirais, ce qui est surtout bien, c'est qu'on discute avec eux à l'avance. Donc, on n'attend pas de leur annoncer quels sont les projets. On les met comme des partenaires. Et je pense que c'est ça que toutes les communautés des Premières Nations demandent. Ils souhaitent être respectés dans les ententes de partenariat, participer au développement, que ça aide leur communauté, que l'on ne leur dise pas juste quoi faire, mais plutôt qu'on les implique dès le début. Fait que je trouve que là-dessus, on sent qu'il y a un changement de ton de la part du gouvernement et d'Hydro-Québec qui ont des grands projets pour le Québec en termes de développement économique. On parle de plus de 200 milliards qui doivent être investis. Donc, commençons par nous entendre avec eux. Il y a un référendum, justement, avec les 4000 membres ce dimanche. On va suivre le dossier. Merci beaucoup, Alain. Bonne journée. Après la pause, interdiction de feu à ciel ouvert s'élargit au Québec. On va faire le point avec la Sopfeu au retour de la pause. Restez avec nous, tout le monde. Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie et nord du Québec, pour ne nommer que ces régions-là. Depuis lundi, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert. En fait, ça se passe dans 9 régions du Québec. C'est en raison des nombreux feux de forêt qui sont actifs dans la province. On fait le point tout de suite avec Stéphane Caron, coordonnateur de prévention et aux communications de la Sopfeu. Bonsoir, M. Caron. Bonsoir. Alors, on parle de 9 régions visées par l'interdiction. C'est un énorme territoire, vraiment, au nord du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi on y va aussi massivement que ça? En ce moment, là, il y a 188 feux de forêt qui sont en activité dans la zone nordique et on en a 8 un peu plus au sud, là, dans la zone de protection intensive. Les opérations de la Sopfeu sont sollicitées au maximum. Donc, on demande vraiment la collaboration de la population pour éviter tout nouveau feu évitable. Donc, en ce moment, les feux qui ont cours sont beaucoup des feux qui ont été causés par la foudre. Il ne faudrait pas en rajouter dans le sud, alors que nos équipes sont déjà très sollicitées. Alors, je comprends qu'on commence à manquer de bras, justement, pour éteindre ces brasiers. Dites-moi, est-ce qu'il y a des feux, à l'heure où on se parle, qui sont plus préoccupants ou hors de contrôle? Oui, si on regarde du côté là, de Matagami, au nord-ouest de Matagami, il y a un grand feu qui fait à peu près 60 000 hectares de forêt. Et c'est 60 000 hectares, là, ça, c'est plus grand que l'île de Montréal. Alors, ce secteur-là, qui n'est pas une grande menace parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté, mais il y a quand même des baux de villégiature dans ces secteurs-là. Alors, ça, c'est une menace. On a également, dans le coin du parc de la Vérandrie, pas dans le parc, mais juste à côté du parc, un autre brasier là, qui brûle de façon libre parce qu'il est encore hors contrôle. On travaille dessus pour en arriver à le contenir. Et il y a toujours du côté de Fermont qui nous préoccupe. Ça, c'est proche de la zone nordique. Pas que la ville de Fermont soit menacée, mais elle pourrait être enfumée de façon importante, là, parce qu'il y a aussi un brasier très important dans ce secteur. Mais la semaine dernière, justement, la route, je pense, à 389 avait été fermée par prévention parce qu'il y avait trop de fumée. Est-ce qu'il y a des communautés, vous m'avez parlé de Matagami, de l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord avec Fermont, est-ce qu'il y a des communautés qui sont sur le qui-vive à l'heure où on se parle ou qui sont en mode surveillance activement, là? Oui, bien, si on prend une communauté comme Waskaganish dans le nord, pas que la communauté est menacée elle-même, mais vous savez, dans ces secteurs-là, les routes d'accès, là, c'est vraiment important parce que les communautés sont un peu isolées. Donc, on travaille beaucoup à protéger les routes d'accès en ce moment. Donc, ça, c'est un bel exemple
exemple, ou ça pourrait impacter les communautés. Alors, on prend pas de chance. On rappelle que s'il y a des récalcitrants, mais il y aura des amendes assez salées. C'est pour vraiment protéger la population. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire le point avec nous. On va continuer de suivre ça activement. Merci beaucoup. Un test sanguin pourrait détecter une récidive de cancer. Il y a des chercheurs de Toronto qui mènent présentement des essais cliniques pour tenter de détecter de minuscules quantités de cellules cancéreuses résiduelles après le traitement. Quelques 7000 patients qui ont terminé leur radiothérapie ou encore leur chimiothérapie ont été recrutés. Et si ce test s'avère positif, ils pourraient donc bénéficier de traitements expérimentaux supplémentaires. C'est quand même une bonne nouvelle quand on sait que 2 Canadiens sur 5 vont recevoir un diagnostic de cancer au cours de leur vie. À Montréal, les espaces pour les piétons rétrécissent. Pour la première fois en 4 ans, les voitures sont de retour dans la rue Saint-Denis et le nombre de rues piétonnes dans le Vieux-Montréal pourrait aussi diminuer. Juliette Poirot. Comme vous le voyez, la rue Saint-Denis n'est plus piétonne cet été. On parle de la perte d'un tronçon d'environ 300 mètres, ce qui inquiète les commerçants du secteur qui sont habitués de recevoir quelques 20 000 visiteurs par jour à cette période, alors que le festival Complètement Cirque bat son plein. C'est sûr qu'au niveau de la pollution, je pense que les clients aiment moins ça parce qu'il y a beaucoup plus de poussière, de kérosène et tout ça, et de bruit, comme qu'on entend maintenant. C'est sûr que je pense que c'était mieux quand il n'y avait pas de voiture. J'espère que ça ne va pas perdurer parce que je pense que la rue Saint-Denis offrait vraiment une ambiance extraordinaire. Les gens pouvaient aller au resto, prendre une bière, aller voir des spectacles. L'administration de Soraya Martinez-Ferrada a voulu redonner accès aux voitures sur la rue Saint-Denis, notamment pour rendre la circulation plus fluide pour les véhicules d'urgence, ce qui est compréhensible avec les travaux actuels parce que ça aurait obligé les véhicules à faire tout un détour. Nous, on a été informés en novembre dernier qu'il n'y aurait pas de piétonisation. Je vous dirais que ça a été un accueil assez froid, tant de nos membres, les commerçants, que de l'organisation en soi, de la SDC. Il y a eu beaucoup de travail, puis on est conscient là, que la Ville a mis l'épaule à la roue pour trouver des solutions. On le sait que c'est une voie de passage qui est primordiale pour la sécurité publique, mais ça fait longtemps que les travaux sont planifiés. Ça fait longtemps qu'on savait que ça s'en venait. C'est la deuxième phase des travaux sur la station Berry-UQAM. Alors, on se demande encore comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une meilleure coordination, meilleure communication. Mais encore là, est-ce que la réouverture de la rue va mettre en péril ce qu'on a tout fait pendant les dernières années à remonter la rue Saint-Denis, qui en avait grandement besoin? 71% des commerçants appuient la piétonisation de la rue Saint-Denis contre 92% des visiteurs, selon une étude menée par la SDC du quartier latin. Je pense que ce serait mieux de rester à pied. Merci, mettre ça piéton. C'est plus le fun pour le monde, puis il y a plus de monde qui vont venir. Bien, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup de gens qui s'assoyaient puis qui profitaient de l'occasion pour aller dans des bars. Moi, je joue souvent en bordel pour faire des comédie shows, puis les gens, ils s'invitaient. Donc, je trouve que c'est dommage qu'ils ont réouvert pour les voitures. Je pense qu'ils devraient garder ça fermé. Et ce n'est pas le seul endroit où les espaces pour les piétons pourraient être restreints. Ici, dans le Vieux-Montréal, la Ville veut redonner davantage l'accès aux véhicules. Un mandat a été donné au service d'urbanisme pour réviser le projet du Royaume des piétons avancé par l'ex-mairesse Valérie Plante. On a demandé au département de mobilité et d'urbanisme de trouver des solutions pour tout le monde qui est affecté ici. Les résidents, les commerces, même les touristes. Le but, c'est vraiment d'améliorer l'accès pour les piétons et aussi les automobilistes ici. Exactement. Maintenant, on va parler avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut changer pour vous. C'est un plan maintenant, mais on veut un plan meilleur. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Savais-tu que ça existe des logements moins chers pour les étudiants dans plusieurs villes du Québec? Et là, je parle pas des résidences étudiantes. Je suis dans le dernier projet de l'OBNL Utile à quelques minutes du métro Saint-Laurent. Pour y vivre, il faut donner une preuve d'études chaque année. Le logement étudiant, à notre avis, ça fait vraiment partie du package de solutions à la crise du logement parce que ça fait d'une pierre plusieurs coups. Ça soutient l'accessibilité aux études en diminuant le principal frein financier qui est le coût du logement. Et ça libère des logements parce qu'on capture une partie de la demande où la population étudiante, elle est sur le marché locatif. Ils vont libérer des logements pour les familles, par exemple. Quand on compare aux logements qui se louent dans le quartier, ceux-ci sont environ 30 % moins chers. Un appartement, une chambre dans Ville-Marie est en moyenne à 1 668 $.
La moyenne pour le Grand Montréal est à 1 530 et à Utile, on est autour de 1 200 avec les électroménagers. Le fait d'être près de la station de métro Saint-Laurent nous permettait de ne pas avoir de stationnement pour les étudiants, en fait. Avec la proximité de l'Université McGill, la station Saint-Laurent, on avait une économie de venir faire des logements dans le sous-sol. Est-ce que vous avez une estimation de ça a coûté combien construire? Oui, le budget initial était autour de 32 millions de dollars. Puis les chiffres finaux, je ne les connais pas exactement. On est dans le 30,5 dans ces eaux-là. Avec un immeuble juste pour les étudiants, l'équipe de construction a pu faire plus de logements de petite taille pour un total de 168 appartements. Le logement abordable, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité en ce moment. Même les promoteurs transigent tranquillement vers de la construction abordable. Pourquoi? Bien, parce que c'est ça qu'on a besoin présentement au Québec. Des projets de luxe là, au centre-ville, comme on a vu, il y a beaucoup de projets qui sont vacants puis qui ne se louent pas. Le défi pour les constructeurs, c'est d'arriver à optimiser les coûts pour pouvoir, dans le fond, assurer une rentabilité pour les promoteurs, pour qu'ils puissent continuer à être en affaires, mais aussi de pouvoir offrir de l'abordabilité aux locataires. C'est paradoxal où il y a vraiment une augmentation des taux d'inoccupation, mais ça ne se corrèle pas à une augmentation de l'abordabilité. On voit ça d'un côté, puis de l'autre côté, on voit un ralentissement des mises en chantier. Et je pense que c'est un moment où il faut s'assurer de maintenir le momentum qu'on a commencé dans les dernières années sur la construction de logements abordables, logements sociaux. Mais la crise du logement est loin d'être réglée pour les étudiants. On voit une augmentation, là, on a quand même certains signes d'augmentation de l'itinérance étudiante, donc des gens qui font soit du couchsurfing, là, qui vont dormir chez des amis, chez leur famille, ou dans leur voiture. Là. Bien, je pense que les solutions sont en deux temps. Il faut plus d'argent pour avoir plus de construction de logements abordables, de logements sociaux. Il faut aussi avoir des meilleures mesures de contrôle des loyers, s'assurer que les mesures de contrôle des loyers soient aussi facilitées pour les locataires. Bien que ces logements ne règlent pas la crise, ils font peut-être partie de la solution. 3 autres projets devraient voir le jour à Montréal et d'autres bâtiments existent déjà à Québec et à Rimouski pour les quelques centaines de milliers d'étudiants au Québec. À Montréal, Axel Dansroumacias pour Nouveau Info. Un requin blanc a été repéré au large des îles de la Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent pour la première fois il y a 4 jours maintenant. La femelle, nommée Bella, pèse plus de 300 kilos. Elle a été équipée d'une balise l'année passée, ce qui permet donc de la localiser. Elle pourrait maintenant se trouver près de Chandler, en Gaspésie. Le requin, qui mesure un petit peu plus de 3 mètres, avait quitté Cape Cod avant de longer les côtes de la Nouvelle-Écosse. Chaque été, il y a plusieurs requins qui remontent vers le nord à la recherche de nourriture, un phénomène de plus en plus fréquent, notamment en raison du réchauffement climatique et des eaux de l'Atlantique Nord. À 22 h, il y a 10 ans, l'arrêt Jordan faisait son entrée dans notre système de justice. Alors, comment ça a changé les choses? Est-ce que c'est toujours pour le mieux? On va en discuter avec la juge à la retraite, Nicole Gibault. Alors, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à 22 h. À tantôt tout le monde.